groupe islamiste revendique le double attentat contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des rescapés alors que les bilans n'en finissent pas de s'alourdir. Les obsèques du petit Adrien à Thionville, des centaines de personnes ont voulu accompagner les parents du petit garçon dans leur douleur. L'enquête, elle, n'a pas fait de progrès notable. La disparition d'un grand de la montagne, Éric Escoffier, et sa compagne de cordée ont disparu depuis plus d'une semaine en tentant de gravir un sommet de l'Himalaya. L'heure est au générique. Les pharmaciens et le gouvernement s'entendent pour promouvoir ces médicaments de substitution le plus possible. L'économie attendue est de 4 milliards. Et puis une page festival dans ce journal, du jazz avec Diana Krall au festival de Crest et puis la musique de Gershwin à Saint-Lizier. Madame, Monsieur, bonsoir. Au fil de la journée, le bilan à Nairobi n'a fait que s'alourdir. On parle maintenant de plus de 100 morts et de milliers de blessés. D'autres corps sont peut-être encore bloqués sous les décombres d'une partie de l'ambassade américaine dans la capitale du Kenya. Le président américain Bill Clinton est intervenu en personne pour dire que 11 Américains au moins avaient été tués. À Dar es Salaam, dans la Tanzanie voisine, les dégâts sont beaucoup moins importants. Il n'y aurait que 8 morts. Les 2 attentats ont été revendiqués par 2 coups de fil distincts au nom d'une mystérieuse organisation de l'armée islamique pour la libération des lieux saints musulmans. François Cornet. Les recherches se sont poursuivies durant toute cette journée de samedi à Nairobi pour essayer de repérer et d'extraire des décombres au moins 2 survivants que les sauveteurs ont entendu dialoguer entre eux, mais plus les heures passent, plus l'espoir s'amenuise. Les appareils de détection sont restés muets. Tout repose maintenant sur ces équipes de secours israéliennes arrivées aujourd'hui de Tel Aviv et accompagnées de chiens dressés à la recherche de survivants. Des équipes médicales d'urgence américaines sont également arrivées sur place. Elles viennent renforcer les hôpitaux saturés de Nairobi et stabiliser les blessés avant de les transférer vers les hôpitaux militaires des bases américaines en Allemagne. Près de 36 heures après cet attentat anti-américain dans la capitale kenyane, le bilan varie selon les sources. D'après le président kényan, il s'élèverait à 83 morts et plus de 2000 blessés. La télévision de Nairobi avance le chiffre d'une centaine de victimes, dont 11 Américains. Le département d'État et le comité international de la Croix-Rouge restent prudents en annonçant un chiffre provisoire de 60 morts, mais confirment, tout comme Bill Clinton, le décès d'au moins 11 Américains. On peut donc parler d'attentats quasi aveugles de la part des poseurs de bombes qui n'ont pas hésité à sacrifier un grand nombre de Kenyans, dont une quinzaine dans l'enceinte de la mission diplomatique américaine. Après les secours, la parole est désormais aux enquêteurs et experts de la Sûreté fédérale américaine, le FBI, qui a commencé à mener sur place ces investigations. D'ores et déjà, on sait que les 2 ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie, visées par le double attentat, comptaient parmi les représentations des États-Unis à l'étranger les moins sûres. Ni l'un ni l'autre bâtiment ne répondait aux normes de sécurité américaines définies après l'attentat de 1983 contre l'ambassade des États-Unis à Beyrouth. L'attentat de Dar es Salaam a certes été moins meurtrier que celui de Nairobi, mais ces 2 ambassades américaines, ces 2 cibles particulièrement vulnérables, semble-t-il, peuvent expliquer le choix des poseurs de bombes. Et puis ce soir, la France fait savoir qu'elle envoie elle aussi une aide au Kenya. 9 personnes de la sécurité civile, des médecins, des chirurgiens, des experts dans la recherche des personnes ensevelies arriveront dès demain soir à Nairobi. Alors on s'interroge bien sûr sur les commanditaires de ces attentats. Qu'en est-il de cette mystérieuse revendication, mais aussi des menaces adressées aux États-Unis quelques jours plus tôt par le djihad égyptien. À Washington, Maryse Burko. Ce père de famille américain vit dans l'État du Missouri. Dans l'attentat du Kenya, il a perdu ce qu'il avait de plus cher, son fils. Kenneth Folsom avait 27 ans. Un jour, disait-il, je serai diplomate. Son père explique qu'il restera à jamais fier de son fils. 24 heures après l'attentat, l'Amérique est toujours bouleversée. Tous les drapeaux sont en berne sur les bâtiments officiels. Cette nuit, Madeleine Albright est rentrée précipitamment de Rome, mais à son arrivée, elle n'a fait aucune déclaration sur les commanditaires éventuels, aucune revendication jugée sérieuse n'étant pour l'instant parvenue. Les officiels et autres porte-paroles refusent donc de commenter les hypothèses avancées par la presse. La première piste concerne le djihad, une organisation islamique égyptienne qui aurait envoyé il y a 3 jours un avertissement aux Américains via un journal arabe.
La deuxième hypothèse concerne cet homme. Osama Ben Laden est un riche financier saoudien. Réfugié en Afghanistan chez les fondamentalistes talibans, il est soupçonné par les États-Unis de financer le terrorisme mondial, soupçonné surtout d'être mêlé à 2 attentats meurtriers qui tuèrent 26 soldats américains en 1996 en Arabie Saoudite. Enfin, une organisation islamique jusqu'ici inconnue a revendiqué hier les 2 attentats auprès de médias de Dubaï et du Caire. Des hypothèses liées toutes les 3 au fondamentalisme musulman. C'est pourquoi ce soir, une association musulmane de Washington met en garde l'Amérique contre toute hystérie anti-islamique. Alors Maryse Burgot, bonjour, vous êtes dans la capitale américaine. Alors il y a bien sûr les pistes que vous venez d'évoquer dans votre reportage et puis il y a aussi d'autres hypothèses, je pense. Oui, alors Benoît, c'est sans doute le prix à payer lorsque l'on est le gendarme du monde. On a forcément beaucoup d'ennemis. Les Américains le savent et il leur faut bien faire avec, il leur faut bien vivre avec. Alors, ces dernières années, des mesures de sécurité ont bien été renforcées sur les bâtiments officiels, dont les grosses ambassades. Mais en fait, cela n'est pas suffisant. Et comme disait hier soir un haut responsable de la sécurité de la Maison-Blanche, on ne peut pas construire des forteresses partout. Alors, qui sont ces ennemis des États-Unis ? Eh bien, pour répondre en partie à cette question, il suffit de se référer à une liste très officielle. C'est une liste publiée chaque année par le département d'État américain, la liste des pays soupçonnés de financer le terrorisme international. Soudan, Afghanistan, Irak, Iran, Libye, Corée du Nord, autant de pays qui, selon les autorités américaines, peuvent abriter les ennemis de l'Amérique. Et Maryse, concrètement, dans l'immédiat, est-ce que toutes les ambassades sont protégées? Est-ce qu'on renforce la protection et du personnel diplomatique et des ambassades? Oui, alors on a publié ici ce qu'on appelle une mise en garde générale. C'est en fait un avertissement publié par toutes les ambassades américaines à l'étranger. Cet avertissement conseille à tous les Américains vivant ou travaillant à l'étranger d'être extrêmement vigilants. Merci Maryse Burgot. Je rappelle que vous étiez en direct à Washington. En France, à Thionville, c'est toute une communauté qui a accompagné ce matin la douleur des parents du petit Adrien, l'enfant de 12 ans retrouvé mort il y a quelques jours dans un blocos près de chez lui. Jérôme Soulard et Patrice Schumacher. Les parents et les proches, les copains de classe et même quelques anonymes, ce matin une énorme tristesse partagée a envahi l'église Notre-Dame de Thionville. La peine de ceux qui ont souhaité accompagner Adrien dans sa dernière demeure. Il faut qu'il n'existe plus ces choses-là. Ça fait énormément de peine. J'ai 11 petits-enfants. Je suis venue pour dire adieu à Adrien, pour lui dire au revoir pour la dernière fois. Et je suis venue aussi prier pour lui. Sobre, la cérémonie a débuté par quelques notes de musique, la chanson préférée d'Adrien. Vanessa, sa grande sœur, viendra lire un poème écrit par sa maman. Je t'aime, on t'aime. Une fleur, un refrain, un sourire. Tout me rappelle le petit homme que tu fus. Mes pensées s'envolent vers toi. Que ton âme puisse reposer en paix. La maman, ta maman qui t'aimait tant. Et au milieu des nombreuses gerbes de fleurs, une couronne particulière, celle de Dan, Mickey et Jean-Pierre, les 3 sans domicile fixe qui avaient retrouvé lundi la dépouille d'Adrien. Par pudeur, ils n'ont pas souhaité assister à la cérémonie. C'est le geste. C'est le geste qui compte pour ça. Pour nous, ça compte beaucoup. Faire un plaisir, acheter une couronne pour le gosse. C'est tout ce que nous pouvons faire. Émotion et tristesse. 2 mois après la disparition du petit Adrien, on ne sait toujours rien des circonstances exactes de cette tragédie. C'est un grand de la montagne qui est porté disparu dans l'Himalaya. Éric Escoffier et sa compagne de cordée, Pascal Bessière, n'ont toujours pas regagné leur camp de base sur les pentes du Broad Peak, l'un des sommets de plus de 8000 mètres de la chaîne himalayenne. Les derniers à les avoir vus à 7800 mètres environ sont des alpinistes polonais. Depuis, plus de nouvelles. Éric Escoffier et Laurence Bessière s'étaient lancés dans leur dernière ascension le 29 juillet dernier. Alexandre Cara. Gérard Viennet est l'un des spécialistes français de l'Himalaya. En compagnie d'Éric Escoffier, il a tenté l'ascension du Lobset, l'un des sommets les plus difficiles. Pour lui, la disparition d'Éric est plus qu'inquiétante. Pour les années que j'ai passées avec lui en tant que camarade, tout simplement, j'aimerais que le miracle existe, bien sûr. Mais alors que ça fait 8 à 10 jours qu'il n'est pas revenu à un camp de base pour une ascension de 3 jours,
je crois que je suis en train de rêver malheureusement. D'autant plus que l'Himalaya, c'est un cauchemar pour les secouristes. À plus de 7000 mètres, il est presque impossible d'intervenir. Au-delà de 7000 mètres, je pense que les secours héliportés sont quasiment impossibles, voire très difficiles. En plus, donc, dans l'Himalaya, il y a une aérologie très particulière qui peut être extrêmement violente. Tout cela rend le problème très complexe. À cette altitude, sans matériel de survie, la disparition d'Éric Escoffier et de sa compagne de cordée, Pascale Bessières, ne laisse guère d'espoir aux sauveteurs. Pour Yannick, qui aux côtés d'Éric Escoffier a tenté l'ascension de l'Everest, l'hypothèse la plus sérieuse, c'est l'accident. À deux, en voulant aller vite, etc. et tout, soit une corniche qui a cédé, soit emporté par le vent, parce qu'un vent violent, on peut même emporter, c'est extrêmement fort. Pour l'heure, les reconnaissances en hélicoptère prévues pour retrouver les deux alpinistes ont dû être annulées pour cause de mauvais temps. Éric Escoffier et Pascale Bessières, tous deux partis à l'assaut du Broad Peak, l'un des 14 sommets de plus de 8000 mètres de la chaîne himalayenne, n'ont plus donné signe de vie depuis le 28 juillet. Et désormais, après 11 jours de silence, dans les conditions extrêmes de l'Himalaya, il n'y a plus guère d'espoir de les retrouver vivants. L'actualité en France est au soleil et aux vacances. Bison Futé avait prévu que le samedi serait rouge et il l'a été, avec 410 km de ralentissement enregistrés à la mi-journée, des bouchons comme ici sur l'autoroute A10 au nord de Bordeaux, dans le sens des départs bien entendu. Beaucoup de ralentissements également dans la vallée du Rhône ainsi qu'autour de Millau où il a fait très très chaud dans les voitures. Heureusement, on ne signale aucun incident grave. L'autre conséquence de ce beau temps, c'est bien sûr la pollution dans les grandes villes. Un peu partout, le niveau 2 de la procédure d'alerte a été dépassé. C'est le cas dans les Bouches-du-Rhône pour la deuxième journée consécutive, à Bordeaux, à Lyon, Strasbourg ou encore Paris, où des mesures sont annoncées par la préfecture de police. Éric Lemasson. Église d'Alésia, l'un des lieux généralement les plus pollués de Paris. Au milieu de la chaussée, discrète mais active, la borne d'instruments de mesure de l'air crépite. Sans pour autant s'affoler, Paris en a vu d'autres. Aujourd'hui, la pollution de l'air par l'ozone atteint le niveau 2. Le niveau 2 correspond à une information de la population, c'est-à-dire ce n'est pas un seuil d'alerte, c'est uniquement pour prévenir les personnes sensibles, c'est-à-dire personnes âgées, enfants, insuffisants respiratoires, qu'il est peut-être d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes de l'après-midi. Rien d'affolant donc, rien d'étonnant non plus. La station météo toute proche au parc Montsouris prévoyait aujourd'hui une température de 35 à 36 degrés et un vent inexistant, les ingrédients classiques d'un retour de la pollution atmosphérique. Et dire que les Parisiens se plaignaient d'un mois de juillet pourri. Oui, mais c'est souvent pollué à Paris. C'est une ville polluée, c'est normal. Vous venez d'où, vous? Stockholm, en Suède. C'est moins pollué? Je pense, ouais. C'est moins chaud aussi, non? Ouais. La préfecture de police a pris des mesures préventives pour demain et surtout pour lundi. Les automobilistes sont priés d'éviter de circuler dans la capitale et les départements limitrophes et d'utiliser les transports en commun. Des contrôles anti-pollution sur les véhicules seront renforcés. Paris n'est pas la seule ville concernée. Strasbourg, Nancy, Mulhouse, Colmar, c'est toute l'Alsace qui atteint des niveaux comparables. Les autorités ont demandé à la population de ne pas utiliser leurs véhicules et pour les y inciter, les transports en commun offrent de meilleurs tarifs qu'à l'accoutumée. Sur le front des incendies en Grèce, c'est l'accalmie, du moins autour d'Athènes. D'autres feux se poursuivent dans une douzaine de départements, dont certains sont toujours placés en état d'urgence. Mais en Grèce, on parle beaucoup d'un touriste français, un homme de 49 ans, surpris alors qu'il allumait des papiers au petit matin dans une zone à risque. Même s'il s'en défend, beaucoup voient en lui le principal pyromane de ces derniers jours. L'enquête de Jérôme Laurent et de Laurent Amida. Alain de Frémont, touriste français de 49 ans, est emmené par les policiers d'Igoumenitsa. Soupçonné d'être l'auteur volontaire d'un incendie dans cette ville frontalière de l'Albanie, il restera en prison jusqu'à sa comparution lundi devant un juge d'instruction. Ce matin, à 6h30, un berger a vu un homme dans sa voiture, alors qu'un incendie se déclarait. Ce berger a voulu l'aider, mais l'homme s'est enfui. On a alors encerclé la région et bloqué toutes les routes. On a fini par l'arrêter à 25 km de l'incendie. Le berger, à l'origine de cette arrestation, est furieux. Quand je l'ai vu dans sa voiture, je suis allé le voir, mais il m'a agressé et il est parti. J'aurais bien voulu avoir une arme pour l'arrêter. Dans sa déposition, Alain de Frémont, agent immobilier à Neuilly, reconnaît avoir allumé un feu pour brûler du papier toilette, mais pris de panique, lorsqu'il a vu l'incendie s'étendre, il a pris la fuite. Maladresse ou crime, les pompiers grecs se seraient bien passés d'un tel acte.
Au moment de l'arrestation de ce touriste ce matin, 15 feux brûlaient dans cette région. Il a fallu l'intervention des Canadair pour limiter les dégâts. Athènes, en revanche, a connu sa première accalmie depuis 24 heures. Les habitants dont les maisons ont brûlé sont littéralement écœurés. Georges Carvonis vivait dans ce quartier aujourd'hui entièrement dévasté depuis 25 ans. C'est inadmissible qu'une telle région brûle pendant 5 jours et que l'État ne fasse rien. Nous n'avons pas reçu d'aide. Ces incendies dramatiques laisseront une trace indélébile dans le cœur des Grecs. Dans certains quartiers, comme ici au nord d'Athènes, tout est à reconstruire. Le pire, c'est que des feux de forêt ne sont toujours pas maîtrisés ce soir. À l'heure actuelle, on ne sait pas quand s'arrêtera cette catastrophe nationale. Et dans le sud-est asiatique, ce sont les moussons torrentiels qui continuent de provoquer des dégâts considérables. En Corée du Sud, 212 personnes ont été victimes de ces pluies diluviennes en l'espace d'une semaine. Séoul, la capitale, a été touchée. Ses principales artères restent fermées à la circulation. Au total, on évoque 26 000 sans-abri sur l'ensemble du pays. Et puis en Chine, la rupture d'une des digues principales le long du Yangtze a eu des conséquences dramatiques. Une ville de 500 000 habitants est partiellement sous l'eau et les disparus se compteraient par milliers. Michel Fine. Ils ont eu la vie sauve en montant sur cette digue. Autour, le fleuve a tout emporté. Ceux-là ont réussi à grimper sur le toit de leur maison. Ils font partie des 20 000 rescapés de la catastrophe. Les disparus se comptent par milliers. Ce couple de personnes âgées refuse de quitter la maison. Nos parents ont toujours vécu ici, dit la vieille dame. Il ne nous reste rien d'autre. Laissez-nous mourir ici. Les soldats, eux, ne veulent rien entendre. Dans le bateau qui les emmène vers la terre ferme, la vieille dame pleure. Le vieil homme, lui, serre entre ses mains un trésor dérisoire, ce paquet de biscuits. Cette femme, elle aussi, a perdu sa maison. Elle a sauvé ce qu'elle a pu. Elle explique que pour l'instant, personne n'est venu lui apporter de l'aide. Avant la catastrophe, Yujiang était un pôle industriel à l'ouest de la Chine. Une ville de 500 000 habitants que les digues protégeaient de l'eau du Yangtze. Et puis hier, une brèche de 40 mètres s'est ouverte et l'eau s'est engouffrée. Par centaines, des policiers et des soldats sont venus en renfort. Ils ont fait couler 7 bateaux avec leur chargement de charbon, de cailloux et de riz. Ils espéraient ainsi colmater la brèche, mais l'eau continue de couler. Et encore un mot à l'étranger pour évoquer la situation dans la République du Congo. Sur le terrain, elle est de plus en plus confuse. La France, vous le savez, a demandé à ses ressortissants de quitter le pays. Sur le plan diplomatique, 7 chefs d'État africains, dont Laurent Désiré Kabila évidemment, se réunissaient aujourd'hui à Victoria Falls, au Zimbabwe, pour tenter de démêler la crise. Ils ont seulement pu s'entendre sur la création d'une commission pour obtenir un cessez-le-feu dans l'ex-Zaïre. À Paris, l'occupation de l'Annonciature par les sans-papiers a cessé. Les 3 anciens de Saint-Bernard ont été reçus cet après-midi au ministère de l'Intérieur. Frédéric Renoux et Georges Régor. Une semaine d'occupation de l'Annonciature et une sortie plutôt discrète. Leur porte-parole en tête, les 3 derniers sans-papiers à occuper les lieux quittent l'ambassade du Vatican, direction le ministère de l'Intérieur. En échange de la fin de l'occupation, on leur a promis la réouverture de leur dossier. 3 dossiers réexaminés, un résultat bien mince. En début de semaine, depuis l'intérieur de l'Annonciature, ils demandaient au gouvernement la régularisation de tous les demandeurs. Une revendication appuyée sur un espoir, le soutien de Jean-Paul II, un espoir déçu. Dès mardi, le Vatican avait fait comprendre qu'il souhaitait leur départ. Des négociations directes avec le ministère étaient donc leur seule alternative. Nous avons revu les dossiers les uns après les autres, les uns après les autres. Ils nous ont promis de les revoir avec plus de bienveillance. Et voilà, nous nous fixons le rendez-vous pour assurer le suivi. Être reconnus comme interlocuteurs du gouvernement, c'est déjà pour eux une première victoire. Ils espèrent obtenir rapidement le réexamen de 17 dossiers, mais les sans-papiers ont d'ores et déjà prévenu. Pendant les négociations, les actions continueront. Et Berhard Hafner, l'Allemand qui s'était évadé de l'hôpital psychiatrique de Prémontrey, près de Laon, dans l'Aisne, a été arrêté en Allemagne. L'homme purgeait une peine de prison pour viol et meurtre. Il a été remis en cellule.
Une petite révolution dans le monde de la pharmacie. Les représentants des pharmaciens et le gouvernement se sont entendus sur un projet d'accord pour qu'ils puissent remplacer chaque fois que ce sera possible les médicaments prescrits par des médicaments génériques, 30% moins chers. L'économie pour la sécurité sociale pourrait être de 4 milliards de francs. Les explications de Jean-Claude Alanic et de Claude Barnier. Ce médicament est vendu 60 francs. Il a été mis au point par un laboratoire après de longues années de recherche. Celui-ci ne coûte que 34 francs. C'est pourtant une copie fidèle du premier, dont le brevet est tombé dans le domaine public. Ce sont donc ces médicaments dits génériques que le gouvernement veut privilégier, avec l'aide des pharmaciens, investis d'un nouveau pouvoir. Le médecin aura prescrit cet anti-inflammatoire et j'aurai la possibilité de délivrer à mon patient cet anti-inflammatoire qui a les mêmes propriétés pour un prix moins élevé. A priori, ça ne me gêne pas. À molécule égale, effet thérapeutique en principe égal. Donc, a priori, j'ai pas... Mais le patient fait confiance plus à son médecin qu'au pharmacien. Quand le pharmacien va changer le nom du médicament, j'ai un petit peu peur que le patient soit un petit peu moins en confiance. De toute façon, les médecins auront toujours le dernier mot, à condition de le préciser clairement sur leurs ordonnances. Quant aux consommateurs, ils approuvent le principe sans être tout à fait rassurés. Si on est sûr que le produit est valable et qu'il a les mêmes capacités de soigner qu'un produit autre, ça va. Ayant 2 enfants en bas âge, ayant de gros frais pharmaceutiques, malgré une bonne couverture sociale, je pense que c'est une très bonne chose. Ça représentera quand même des dépenses moindres. Économie escomptée, 4 milliards de francs, de quoi combler le trou de la sécurité sociale, en principe. On appelle ça les organismes génétiquement modifiés, ou plus simplement les produits transgéniques, comme le maïs ou le soja. Depuis que leurs cultures ont été autorisées pour les États-Unis et même en France pour le maïs, les consommateurs de produits bio ne savent plus à quel saint se vouer. Ils essaient donc par tous les moyens de s'assurer que les produits qu'ils achètent sont bien 100% naturels. Dominique Barou et Marc Millet. Ah non, mais celle-là, vous pouvez y aller, hein. Ici, dans ce supermarché bio de la région parisienne, les clients surveillent ce qu'ils vont mettre dans leur assiette. Et le transgénique, ils sont contre. C'est une manipulation, c'est quelque chose qui va à l'envers de quelque chose de naturel. Ça m'inquiète parce que ça inquiète des gens qui sont plus qualifiés que moi. Je pense que dans les maisons bio, il y a une protection qui est faite parce que je pense qu'ils sont contre, mais ça ne m'empêche pas de regarder les étiquettes. Yaourt au soja, saucisse de soja, pâté de soja, le soja comme le maïs est un des éléments de base de l'alimentation biologique. Pas de chance, ces 2 produits sont les plus susceptibles aujourd'hui d'être génétiquement modifiés. Que faire? Le chocolat qui traditionnellement utilise de la lécithine de soja, soit on a de la lécithine de soja qui est en bio comme c'est indiqué, hein, soit on a des chocolats qui ont carrément arrêté l'utilisation de la lécithine de soja. Pour le soja, seul le produit importé, en particulier des États-Unis, peut être transgénique. En revanche, tout maïs français est désormais suspect depuis l'autorisation de culture en France de variétés transformées. Le maïs transgénique diffuse par pollinisation sur les autres maïs, donc on ne va plus avoir aucune certification sur le maïs bientôt. Donc je ne vois pas comment on peut s'en sortir, sinon qu'en arrêtant complètement l'utilisation de ce produit. L'entreprise Tribala, 70% des yaourts bio vendus en France, n'a pas attendu le débat actuel pour traquer les organismes génétiquement modifiés qu'on appelle OGM. Pas de lécithine de soja dans le yaourt, et dans le riz au lait, l'amidon de maïs est remplacé par l'amidon de blé. C'est à ce prix qu'elle conserve le label AB, le label bio. L'administration a été prise de court par la rapidité de ces OGM et c'est les professionnels avec les organismes certificateurs qui ont fait une grande partie du travail. Plus encore, chacun des ingrédients des yaourts sont analysés en laboratoire en présence d'huissiers. Le combat contre le transgénique est total. Produire bio, ça va jusqu'à vérifier ce que mangent les vaches. La reprise du championnat de France de football en première division, c'est l'événement attendu par beaucoup de supporters et par les dirigeants de clubs qui comptent bien surfer sur l'effet mondial. À Marseille, on a renforcé l'effectif, le stade est tout neuf et les ambitions énormes. Et on entend bien le démontrer dès ce soir pendant le match d'ouverture contre Nantes. Jacques Cardoz. Les portes du stade Vélodrome s'ouvrent sur un championnat que l'OM espère gagner.
Marseille-Nantes, 60 000 spectateurs ce soir et l'on joue déjà à guichet fermé. Moi je suis abonné depuis 10 ans et cette année j'ai pas pu m'abonner. Marseille, victime de son succès, la faute à son président, qui est également celui d'Adidas. Robert Louis Dreyfus a recruté à prix fort cet été. On a tout fait pour que ça soit l'année de l'OM, mais grâce au sport, il y a toujours l'impondérable et on verra. Voilà. Vous êtes confiant quand même? On est très confiant, très confiant. Et ce soir, on va gagner 3-0. L'OM a déjà remporté une première victoire, celle du public. 36 000 abonnés, chiffre record. À l'entraînement, on se presse pour voir les dernières recrues. Florian Maurice, l'ancien parisien, Jocelyn Gourvenec, le meneur de jeu qu'il manquait au club, ou encore Robert Pires. La pression, bien sûr qu'il y en aura, parce que bon, les supporters sont très exigeants ici. Mais bon, si j'avais eu peur, je ne serais jamais venu à Marseille. L'enjeu, cela n'inquiète pas l'ancien Messin, qui espère aller loin avec son nouveau club. Tant mieux, car Roland Courbis ne fait pas mystère des objectifs marseillais. Une place en Ligue des Champions et un titre de champion de France. Les 3 champions du monde, Pires, Dugarry et surtout Laurent Blanc, devront encadrer une pléiade de nouveaux talents arrivés à l'intersaison, en particulier ce jeune Peter Luxin, qui selon son entraîneur serait aussi fort que Zidane au même âge. C'est vrai que l'OM sur le papier a fait un recrutement énorme, puisqu'à mon avis ils ont pris les meilleurs joueurs, quasiment les meilleurs joueurs aux meilleurs postes sur le marché français. Donc ça veut quand même dire une certitude au niveau de la valeur du jeu et de la valeur de ces joueurs-là. Donc le niveau de l'équipe devrait augmenter par rapport à l'année dernière. Mais Marcel Dib le sait bien, c'est sur le terrain que tout se joue. Ravanelli et les autres devront accomplir leur première mission, les résultats, et ici plus qu'ailleurs avec la manière, pour que l'OM redevienne celui qu'il a déjà été, l'un des plus grands clubs d'Europe. Et hier, en match avancé de cette première journée, une autre grosse pointure de ce championnat avec le Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, s'est fait peur à Lorient. C'est en effet Lorient qui a marqué le premier but, vous l'avez vu, mais les Monégasques ont réussi à égaliser, puis à l'emporter sur pénalty. Pénalty transformé par Joly. Voilà le pénalty qui sauve Monaco. En tennis, une nouvelle victoire d'André Agassi et pas contre n'importe qui. L'Américain a battu Pete Sampras, le numéro 1 mondial, en 3-7, 6-7, 6-1 et 6-2 en quart de finale des internationaux du tennis du Canada. Une façon pour Agassi de confirmer son retour parmi les meilleurs joueurs du monde. Une façon aussi pour lui de rassurer ses fans. Le surf maintenant est l'étape landaise de la Coupe du Monde à Osgore et Cap-Breton. Il y a bien sûr tout le gratin du surf, mais aussi les espoirs internationaux des enfants de 4 à 9 ans. Reportage de David Bazier et de Frédéric Grinchec. Dans cette grande bataille de l'écume, s'affrontent les meilleurs du surf mondial. Des guerriers de la glisse, professionnels pour beaucoup, et tous dotés d'épaules de maîtres nageurs. Ceux-là font 30 kilos tout mouillés, mais ils participent à la même compétition internationale. Catégorie 4-9 ans, des super groomettes, des enfants de la vague en argot australien. Ta vague préférée, ta meilleure vague? Je sais pas, ils étaient tous belles. Et quand les mamans poussent des youyous, c'est que les petits font des arabesques sur les vagues. À 8 ans, celui-ci glisse déjà en catégorie junior. La première fois que je suis monté sur une planche, c'était... j'avais 2 ans et demi. Et c'est mon père qui m'avait poussé sur la vague et je m'étais mis debout comme ça. Les midinettes se pâment déjà devant ces petits génies. Et bientôt, ce sera peut-être toute la planète surf, dominée jusqu'à maintenant par l'hémisphère sud et les Américains. C'est l'avenir du surf européen et jusqu'à maintenant, il n'y a qu'un seul Européen qui a réussi à atteindre le niveau international. C'est un jeune Anglais qui s'appelle Russell Winter et la nouvelle génération s'arrive derrière lui. Alors je pense d'ici 5 ou 10 ans, grand maxi, on va voir une bonne quantité de surfeurs européens au niveau international. Gageons que les grands seront bientôt surpassés dans l'art de la glisse. Comme cet ex-champion du monde, ils pourront définitivement retourner faire joujou.
Steve Fossett récidive. 6 mois à peine après son atterrissage forcé dans un champ russe, le milliardaire américain a repris les airs depuis Mendoza en Argentine, avec la ferme intention de boucler enfin le tour du monde en ballon. Ce serait peut-être son plus beau record. Lui qui a 54 ans collectionne ces fameux records. Il a escaladé la plupart des sommets du globe, traversé la Manche à la nage, couru les 24 heures du Mans, réalisé la traversée la plus rapide du Pacifique à la voile. Bref, il semblerait bien que Steve Fossett s'ennuie un petit peu à la maison et qu'il a envie de se promener. En tout cas, il est parti. On l'appelle Nausicaa, c'est un centre maritime à Boulogne-sur-Mer. Il a été ouvert en 91 et il n'a cessé de s'agrandir depuis. Il faut dire que son succès va grandissant lui aussi. Sa fréquentation a augmenté de 80% par rapport à l'an dernier. Caroline Marie et Dominique Mas. Des requins, des méduses, des otaries qui se prélassent au soleil. Nausicaa, à Boulogne, une nouvelle génération de centres de la mer. Là, à mon avis, c'est qu'elles ont faim. Mais comme elles ont mangé, c'est qu'elles en veulent encore. Des fois, on dirait. C'est drôle. Ici, pour obtenir 3 sardines, nul besoin de faire des prouesses devant le public. Les otaries restent sauvages, seuls les soigneurs sont autorisés à s'occuper d'elles. Nous, on passe nos journées à travailler avec eux, à les approcher, à leur faire apprendre des gestes et à leur donner à manger, en fait. C'est la nourriture qui nous permet de faire le training médical. Parce que comme ça, l'animal peut avoir confiance en nous et nous pouvons avoir confiance en l'animal. Pour recréer le milieu naturel, le centre dispose de laboratoires. On cultive le corail, on fait des boutures et voici le résultat, un lagon artificiel. Le ballet des méduses sous le regard admiratif du public. Et là encore, les biologistes n'hésitent pas à organiser leur reproduction. Les méduses vivent un temps assez court, 1 mois, 2 mois. Si on veut en présenter toute l'année aux visiteurs, il faut être capable de vaincre cet aspect de la nature et de déclencher les reproductions de méduses quand on a besoin de le faire. Un message pédagogique lié au respect de la mer, un apprentissage ludique comme ce bassin tactile où le public caresse les raies. Bah, c'est tout doux. Et puis, c'est grand. C'est presque des oiseaux. Mais c'est dans l'eau. Et les enfants vous le soutiendront mordicus, la raie leur a décroché un sourire. C'est un spectacle particulièrement rare, il n'a lieu qu'une fois par an et c'était l'autre soir. Alors, si vous l'avez raté, Fabien Texier et Philippe Ritten nous amènent dans la citadelle de Brouage en Charente-Maritime, une citadelle vieille de 5 siècles et qui donc s'ouvrait exceptionnellement au spectacle. Des chants venus d'un autre continent. Des confins du Sahara aux portes de la citadelle de Brouage, il y a tout un monde. Ici, en Charente-Maritime, dans ce vaisseau de pierre échoué au milieu des marais, le temps s'est effacé. Seule la magie de l'instant compte, celle qui, pas à pas, invite au grand voyage. D'être beau, d'être ce que tu désires. Tu peux penser, tu peux agir. Agir, mais rêver aussi. La forteresse s'embrase, les marais salants ne sont plus que souvenirs. La cité séculaire revêt alors ses habits de nuit. Il n'y a pas besoin de moyens sophistiqués ou de grands effets de lumière, des pots de fleurs avec un peu de cire et ça marche, quoi. On n'est plus dans les systèmes hyper sécuritaires comme la balade des géants à Paris, quoi. C'est l'inverse de la balade des géants à Paris. Enfin. D'un jonglage à l'autre, le spectacle est dans la rue. Entraîné dans un tourbillon, le visiteur devient lui aussi un acteur. Quand ils nous ont brûlés sur le bûcher de Brouage. C'est un site magnifique et particulier par son côté très intemporel. C'est vrai que, et sa lumière, une lumière formidable entre chien et loup, qui fait que, qui rend aussi le public très zen. Ça représente beaucoup de dépaysement, un moment très agréable, c'est vrai, c'est très très agréable. Ce site, c'est médiéval, c'est magique, c'est grandiose. Brouage s'est transformé en une gigantesque machine à rêve pour le seul plaisir de faire tourner la tête à ses visiteurs.
Nous partons maintenant pour Saint-Lizier en Ariège et tous les ans depuis 27 ans on s'y consacre à la musique contemporaine franco-américaine. Marc Maisonneuve et José Boulestex. Saint-Lizier, 5000 âmes, quelques pêcheurs et 2 cathédrales du XIIe siècle. Ici, on est sur l'itinéraire du pèlerinage de Compostelle et sur celui de David Lively, soliste américain, en passe de devenir une autre curiosité locale. Cela fait 20 ans qu'il vient là, chaque été. L'Ariège m'a bien accueilli. Ça fait quelques années déjà maintenant. Et parce que ça doit me rappeler un petit peu mon pays natal. Mais c'est où? L'Ohio. Le pays natal et ses compositeurs, pas plus faciles à écouter qu'à jouer. Non, 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 moi je dois tomber sur le haut de ton glisse là. C'est ce que l'on appelle de la musique contemporaine version Philip Glass et surtout Elliott Carter. Il fait moins de concessions auprès du public, mais de ce fait-là, il est peut-être aussi plus dense, plus riche comme écriture, et de toute façon, d'après moi, c'est peut-être le plus grand compositeur vivant. Malgré la mondialisation, certains restent rétifs à l'adaptation. Moi, je ne comprends pas. J'essaie désespérément. Je ne suis pas d'une génération, j'apprécie pas. C'est intéressant, mais je trouve que la programmation de Saint-Lizier est très sympa, c'est chouette. C'est très varié, chaque année ça change. Plus consensuel, Gershwin dont on fête le centenaire. La programmation aussi est un art difficile, faire cohabiter le goût plutôt traditionnel du public et le goût pour l'avant-garde de l'artiste. Il arrive à progresser, il arrive à faire un pas de plus, mais son idéal reste toujours loin. C'est fatigant. Hein. David Lively enseignera à l'école de Vienne l'an prochain, mais il reviendra dans ces montagnes de l'Ariège. Un autre festival et une autre musique à Crest dans la Drôme pour les 28 ans du festival de jazz avec cette année entre autres perles Diana Krall, un tempérament et surtout une voix extraordinaire. C'est signé Olivier Lenuzza et Christian Autin. Le songe d'une nuit d'été, une balade au clair de lune en compagnie d'une jeune femme romantique. I got a guy who's always late. Every time that we have a day, but I love him. I love him. I'm gonna walk right up to his gate and see if I can make it straight. 'Cause I want him. Diana Krall, une musicienne d'origine canadienne qui caresse de sa voix les grands classiques du jazz. L'originalité, je n'y pense pas. Je pense à mes chansons, à trouver la note juste, à jouer au piano. La musique, à l'image de la danse, reflète la personnalité. Le parcours doré d'une jeune fille née en Colombie-Britannique. Des parents musiciens, un premier concert à 15 ans, 4 albums salués par la critique, une carrière sans fausse note. Ce n'est pas nécessaire de souffrir pour jouer. Il faut juste avoir de la compassion pour les autres. De la compassion pour les gens, pour les choses qui vous entourent. La nature, la beauté, contribuent tout autant à la création artistique que le simple fait de jouer d'un instrument. Dans la maison de ses grands-parents, la petite Diana écoutait Nat King Cole, Frank Sinatra. Des voix qui ont influencé une amoureuse des voyages, qui se promène dans le monde avec un piano, une artiste qui donne chaque année plus d'une centaine de concerts. You can always find me down at Smoky Joe. That's where all the smart and swinging people go. À Cray, la chanteuse a donné un ultime récital en conclusion d'une tournée européenne. Deux, trois notes étoilées, les dernières, qui se sont envolées, et le rêve est passé.
Voilà, c'est bientôt la fin de cette édition. Je vous en rappelle les principaux titres. Un groupe islamiste revendique le double attentat contre les ambassades américaines au Kenya et en Tanzanie. Les recherches se poursuivent pour tenter de retrouver des rescapés alors que les bilans, eux, n'en finissent pas de s'alourdir. La disparition d'un grand de la montagne, Eric Escoffier et sa compagne de cordée ont disparu depuis plus d'une semaine en tentant de gravir un sommet dans l'Himalaya. Voilà, dans un instant, vous avez rendez-vous avec Nathalie Riouet, qui se promène en ce moment avec un très gros anticyclone. Demain à 13h, ce sera Philippe Lefebvre. J'aurai le plaisir, moi, de vous retrouver à 20h. Je vous souhaite une bonne soirée sur France 2.